L'annonce de la séparation d'ABBA, le plus grand groupe pop de tous les temps dans les années 70, a brisé le cœur de millions de fans. Mais saviez-vous que derrière leur rupture se cachèrent des luttes profondément personnelles? Des divorces douloureux au combat pour la santé mentale et des pertes profondes, le parcours du groupe n'a pas été uniquement centré sur la musique. L'excellence d'ABBA ne résidait pas seulement dans leur succès en tête des classements ou dans leur succès mondial, mais aussi dans leur capacité à capturer le cœur de millions de personnes grâce à leur talent musical inégalé, laissant un héritage qui influence encore les artistes aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les véritables raisons de la dissolution d'ABBA et l'impact émotionnel que cela a eu sur chacun d'eux. Restez à l'écoute pour un aperçu de l'histoire méconnue d'ABBA. Les origines d'ABBA. ABBA, l'un des groupes pop les plus emblématiques de l'histoire, a été formé à Stockholm, en Suède, en 1772. Leur aventure a commencé avec la rencontre de deux couples, Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog, et Benny Andersson et Annifrid Lyngstad. Avant ABBA, chaque membre avait déjà connu un succès individuel sur la scène musicale suédoise. Björn Ulvaeus a commencé sa carrière dans les années 60 en tant que membre du groupe Folk Hootenanny Singers, un groupe très populaire en Suède. Pendant ce temps, Benny Andersson était le claviériste des Hep-Stars, un groupe souvent surnommé les Beatles suédois en raison de leur popularité. Les Hep-Stars étaient connus pour leurs reprises de succès internationaux et leurs chansons originales qui ont bien figuré en Suède. Les deux musiciens se sont rencontrés pour la première fois en 1966 lors d'une tournée avec leurs groupes respectifs et ont rapidement noué une amitié. Ils ont ensuite commencé à collaborer, écrivant des chansons ensemble pendant leur temps libre. Agneta Fältskog avait également une carrière solo notable avant ABBA. Elle a sorti son premier single en 1967, intitulé Jag var så kär, qui est devenu un hit en Suède. Dès ses 20 ans, Agneta s'était imposée comme une artiste solo populaire dans la scène pop suédoise, connue pour sa voix mélodieuse et ses compétences en composition. Annifrid Lyngstad, ou Frida, a suivi une trajectoire similaire. Elle a commencé sa carrière en remportant un concours national de talent en 1967 avec son style vocal inspiré du jazz. Cette victoire lui a permis de décrocher un contrat d'enregistrement et de sortir plusieurs singles qui lui ont valu la reconnaissance en Suède. La collaboration qui allait mener à ABBA a commencé en 1969 lorsque Björn a rencontré Agneta lors d'une performance télévisée. Ils se sont rapidement liés sentimentalement et se sont mariés en 1971. De même, Benny et Frida se sont rencontrés lors d'un festival de musique en 1969 et sont devenus un couple. Les deux couples se retrouvaient fréquemment et se socialisaient, ce qui les amenait à des collaborations musicales informelles. Initialement, Björn et Benny écrivaient et produisaient des chansons ensemble, expérimentant différentes idées musicales. Ils ont remarqué que lorsque Agneta et Frida ajoutaient leur voix, les chansons prenaient un son unique que ni Björn ni Benny n'auraient pu obtenir seuls. En 1970, ils ont joué ensemble pour la première fois en tant que quatuor sous le nom de Festfolk, un jeu de mots en suédois signifiant à la fois gens de fête et couple fiancé. Cependant, cette première tentative n'a pas attiré beaucoup d'attention et le projet a rapidement été mis de côté. Néanmoins, les membres ont continué à travailler ensemble de manière informelle et ont découvert que leurs voix combinées créaient une harmonie distinctive. 2 ans plus tard, les quatre ont décidé de former officiellement un groupe en 1972. Initialement, ils ont utilisé le nom Björn and Benny, Agneta and Annifrid, reflétant le fait qu'ils étaient encore perçus comme deux duos séparés travaillant ensemble. Ils ont sorti leur premier single, People Need Love, sous ce nom. La chanson a été un modeste succès en Suède, et il est devenu clair que les quatre avaient un son unique en tant que groupe. Encouragés par la réponse positive, ils ont décidé de continuer en tant que quatuor.
En 1973, le groupe a participé à la sélection nationale suédoise pour le concours Eurovision de la chanson, avec la chanson Ring Ring. Bien qu'ils aient terminé à la 3e place, la chanson est devenue un hit en Suède et dans plusieurs pays européens. C'est à ce moment-là que leur manager, Stig Andersson, leur a suggéré de trouver un nom plus mémorable et commercialisable pour le groupe. Ils ont opté pour ABBA, un acronyme formé des premières lettres de leurs prénoms, Agneta, Björn, Benny et Annifrid. Au début de leur formation, ABBA a travaillé en étroite collaboration avec leur manager, Stig Andersson, qui a joué un rôle clé dans la construction de leur image et de leur son. Stig, une figure bien connue de l'industrie musicale suédoise, avait précédemment travaillé avec Björn et Benny en tant que compositeur et producteur. Il croyait que le potentiel de succès international du groupe résidait dans la création de chansons pop accrocheuses et ayant un large attrait. Stig les a encouragés à écrire en anglais pour atteindre un public plus large, une stratégie qui finirait par porter ses fruits. En 1973 et 1974, les membres du groupe ont passé de longues heures en studio, expérimentant différents styles musicaux. Benny Andersson et Björn Ulvaeus étaient les principaux compositeurs, commençant souvent par une mélodie simple et développant l'arrangement avec l'apport d'Agneta et Frida. Les deux femmes étaient connues pour leur capacité à harmoniser, ce qui est devenu la marque de fabrique du son d'ABBA. Pendant cette période, ils ont travaillé à affiner leurs arrangements vocaux, avec l'expertise de Benny pour la mélodie et les compétences de Björn en guitare et en écriture de paroles se complétant mutuellement. En 1974, ABBA a décidé de tenter à nouveau sa chance au concours Eurovision de la chanson, sachant que cela pourrait être une plateforme majeure pour une exposition internationale. Le groupe a choisi la chanson Waterloo, qui avait une mélodie accrocheuse et un son rock, bien différent des chansons traditionnelles de l'Eurovision de l'époque. Le choix de Waterloo était stratégique, car le groupe visait à se démarquer avec un style pop énergique et moderne. En préparation du concours, le groupe a travaillé intensivement sur sa performance, mettant l'accent sur la création d'une forte impression visuelle et vocale. Ils ont choisi des costumes flamboyants et répétés minutieusement, sachant qu'une présence scénique mémorable pouvait être tout aussi importante que la chanson elle-même. Bien que les membres étaient là conscients des défis de concourir contre des ballades traditionnelles et des chansons folkloriques, ils étaient déterminés à montrer leur style unique. Après leur victoire à l'Eurovision avec Waterloo, ABBA a décidé de poursuivre leur carrière en tant que groupe à plein temps plutôt que de revenir à leur projet solo. Cela a marqué un tournant important dans leur processus de formation, car ils avaient désormais une visibilité internationale et une voie claire à suivre. Malgré les premiers doutes et scepticismes de la presse musicale suédoise, qui avait initialement perçu ABBA comme une collaboration temporaire, les membres étaient déterminés à bâtir sur leur élan en tant que groupe uni. À partir de ce moment-là, la structure du groupe est devenue plus formelle, avec Björn et Benny s'occupant de la composition et de la production, tandis qu'Agneta et Annifrid prenaient en charge les voix principales. Ils ont également commencé à travailler avec une équipe plus large de musiciens et d'ingénieurs, affinant leur technique en studio et élargissant leur répertoire musical. Cette période de consolidation de leur collaboration et de recherche de leur identité distincte a jeté les bases de ce qui allait devenir l'un des groupes pop les plus réussis de tous les temps. Les luttes invisibles. Derrière la disparition d'ABBA. À mesure que le groupe évoluait à partir de ses premières collaborations en 1972, les relations personnelles des membres renforçaient encore leurs liens créatifs. Cependant, les pressions de la célébrité et les tournées constantes ont commencé à affecter leur vie personnelle, conduisant à la séparation du groupe en 1982. Les premiers signes de tension sont apparus en 1978, lorsque Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog ont commencé à rencontrer des problèmes conjugaux. Mariés depuis 1971, ils ont accueilli leur premier enfant,
Linda Ulvaeus, en 1973. Au sommet de leur carrière musicale, Agnetha se sentait souvent déchirée entre sa carrière et son rôle de mère. Malgré leurs efforts pour équilibrer travail et famille, les pressions de la célébrité ont pesé sur eux, provoquant des tensions croissantes. Les luttes personnelles d'Agnetha se reflétaient souvent dans les thèmes plus sombres de la musique d'ABBA. Elle a avoué que le succès du groupe exigeait un travail constant et qu'il était difficile de maintenir un semblant de normalité dans sa vie personnelle. Dans une interview de 1977, Agnetha a confessé « C'était épuisant. On ne pouvait vraiment pas s'éloigner des exigences du groupe et je me sentais souvent perdre le contact avec moi-même. » Bien que le couple ait essayé de maintenir une relation professionnelle au sein du groupe, la distance émotionnelle entre eux s'est accrue. Agnetha avait du mal à supporter l'attention publique constante et le focus grandissant de Björn sur le groupe et ses projets futurs n'a fait qu'élargir l'écart entre eux. En 1979, le couple a officiellement divorcé. Agnetha a plus tard décrit cette expérience dans une interview en 1980, disant « Je n'avais pas le choix. C'était soit le mariage, soit ma santé mentale. » Malgré le divorce, Agnetha et Björn ont continué à travailler ensemble au sein d'ABBA. Cependant, leur relation personnelle tendue a commencé à s'immiscer dans leurs interactions professionnelles. Le poids émotionnel du divorce rendait la collaboration de plus en plus difficile, et la tension était palpable pendant les sessions d'enregistrement. Les performances vocales d'Agnetha sur des chansons comme « The Winner Takes It All » étaient perçues comme le reflet du chagrin qu'elle vivait, un sentiment qu'elle a confirmé plus tard. Les émotions dans cette chanson étaient réelles. Je traversais beaucoup de douleurs à l'époque, et il était difficile de ne pas laisser cela transparaître dans mon chant. En parallèle des problèmes de Björn et Agnetha, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad faisaient également face à des difficultés dans leur mariage. Ils étaient en couple depuis 1969 et s'étaient mariés en 1978. Bien que leur relation personnelle ait toujours été moins médiatisée que celle de Björn et Agnetha, les tensions qu'ils ont vécues étaient similaires à celles du premier couple. À mesure que la célébrité d'ABBA grandissait, les tournées incessantes et l'attention publique mettaient une pression considérable sur leur vie personnelle. Comme Agnetha, Frida a eu de plus en plus de mal à gérer les exigences de sa carrière et de sa relation. Elle a révélé plus tard dans une interview de 1981. Il était difficile de vivre sous les projecteurs, surtout quand ça n'allait pas bien à la maison. Il y avait des jours où j'avais l'impression de perdre le contact avec la réalité. Le fardeau émotionnel d'être constamment sous les yeux du public, combiné aux pressions du calendrier implacable du groupe, a fini par peser sur leur relation. En 1980, Benny et Frida se sont séparés, et début 1981, ils ont officiellement divorcé. Bien que le couple soit resté relativement discret sur les détails de leur lutte personnelle, leur rupture est devenue un autre signe des tensions au sein d'ABBA. Comme Benny l'a expliqué dans une interview de 1982, « Nous étions tous les deux trop absorbés par le groupe. Les sacrifices personnels étaient trop importants. » Le divorce de Benny et Frida a eu un impact profond sur la capacité du groupe à travailler comme une unité cohésive. La tension entre les deux couples, qui avaient tous deux traversé des ruptures, était évidente pour ceux qui étaient de proches du groupe. Dans une interview de 1982, Frida a admis « C'était difficile de travailler ensemble après tout ce qui s'était passé. On ne pouvait pas faire semblant que rien n'avait changé. » Les conséquences émotionnelles de leur divorce rendaient de plus en plus difficile pour ABBA de maintenir leur dynamique d'antan. En 1981, les luttes personnelles des deux couples avaient eu un impact considérable sur la capacité du groupe à continuer en tant qu'unité. Les membres du groupe avaient de plus en plus de mal à concilier leur vie personnelle avec les exigences du groupe. La fracture émotionnelle entre Björn et Agnetha, ainsi que la relation tendue entre Benny et Frida, se reflétaient dans leur musique.
Des chansons comme One of Us et The Winner Takes It All sont souvent vues comme des représentations métaphoriques de leur douleur personnelle et de l'effondrement de leur mariage. Bien qu'ils aient souhaité continuer en tant que groupe, les difficultés personnelles ont rendu impossible pour ABBA de maintenir l'énergie qu'ils avaient au début. Comme Björn l'a réfléchi en 1982, « Nous avons essayé de continuer, mais nous n'étions plus les mêmes personnes que nous étions au début. Nous avions changé, et notre musique aussi. » Le sentiment qui avait nourri le succès du groupe commençait à s'estomper, remplacé par la sensation que leur temps ensemble touchait à sa fin. Les dernières sessions d'enregistrement en 1982, lorsque ABBA ont enregistré The Day Before You Came et Under Attack, étaient marquées par un sentiment de fin. Bien que les membres d'ABBA n'aient jamais annoncé publiquement leur rupture, les fans ressentaient qu'il était trop tard pour sauver le groupe. La tension émotionnelle du divorce et la perte progressive de l'harmonie entre les membres rendaient impossible de continuer à travailler avec la même passion qui les avait propulsés à la célébrité. Dans une interview de 1982, Agnetha a résumé la situation en ces termes. « C'était un soulagement quand c'était fini. Nous avons persévéré longtemps, mais il était clair que les choses n'étaient plus les mêmes. » La fin des deux mariages a eu un impact considérable sur la chimie du groupe. Bien que les membres aient essayé de maintenir une façade professionnelle, les tensions personnelles étaient évidentes lors des sessions d'enregistrement et des apparitions publiques. Selon Björn, dans une interview de 1982, il était impossible de ne pas laisser nos émotions personnelles s'immiscer dans notre travail. Cela a tout changé. L'après-séparation d'ABBA. Après la dissolution d'ABBA, les 4 membres ont poursuivi des carrières individuelles, chacun traçant sa propre voie dans la musique, le cinéma et la vie personnelle. Bien qu'aucun d'eux n'ait atteint le même niveau de gloire mondiale qu'ils avaient connu avec ABBA, chacun a apporté des contributions notables dans son domaine respectif. Björn Ulvaeus est resté profondément impliqué dans la musique, mais son attention s'est tournée vers l'écriture et la composition pour le théâtre musical. Il a fait équipe avec Benny Andersson pour créer Chess, une comédie musicale qui a été présentée pour la première fois en 1986. La comédie musicale a rencontré un grand succès dans le West End de Londres et a donné naissance à plusieurs chansons populaires, dont One Night in Bangkok. La carrière de Björn ne s'est pas limitée à Chess. Dans les années 1990, il s'est impliqué dans un autre projet à succès, Mamma Mia, une comédie musicale basée sur les chansons d'ABBA. Mamma Mia a ouvert à Londres en 1999 et a été ensuite adapté en film en 1808. La vie personnelle de Björn après ABBA a également connu des changements importants. En 1981, juste avant la séparation d'ABBA, Björn a divorcé d'Agnetha Fältskog après 10 ans de mariage. Il s'est ensuite marié avec la productrice de télévision suédoise Lena Kellersjö en 1981. Ils ont 2 filles, et Björn a souvent parlé avec affection de son second mariage, qui est resté solide. Tout comme Björn, Benny Andersson a poursuivi ses activités musicales après ABBA, mais a adopté un rôle plus en retrait. Après la fin d'ABBA, Benny a travaillé avec Björn sur Chess et a également formé le Benny Andersson Band. Ce projet lui a permis d'explorer la musique folk et inspirée du jazz, contrastant avec le son pop d'ABBA. Son style musical a évolué et il est devenu connu pour son travail instrumental, y compris ses compositions pour le cinéma et la télévision. L'une des contributions majeures de Benny après ABBA a été son implication dans Mamma Mia, la comédie musicale qui a de nouveau mis la musique d'ABBA en avant. Le rôle de Benny dans ce projet a été crucial, car il a non seulement contribué à la musique, mais a également aidé le spectacle à devenir un succès mondial. Peu de temps après son divorce d'Annifrid Lyngstad, Benny a épousé Mona Nörklit en 1981 et a eu un enfant nommé Ludwig. Cependant, en contraste frappant, tandis que les hommes poursuivaient leurs carrières illustres, Frida et Agnetha sont en grande partie restés en dehors de la lumière des projecteurs au cours des 4 dernières décennies, tombant plutôt d'un chagrin à un autre,
une mauvaise santé mentale, des relations brisées, un suicide familial et les décès d'un enfant et d'un mari. Après la séparation, Annie Friedlingstad a tenté de poursuivre sa carrière musicale en solo. Elle a sorti plusieurs albums solo, mais aucun n'a atteint le même niveau de succès que son travail avec ABBA. Son album de 1982, Something's Going On, produit par Phil Collins, comprenait le single à succès I Know There's Something Going On. Mais cela n'a pas suffi à raviver la célébrité qu'elle avait connue avec ABBA. Frida a eu du mal à trouver son identité après la séparation d'ABBA. Au fil des années, la santé mentale de Frida a commencé à se détériorer et elle s'est de plus en plus retirée des événements publics. Dans une interview des années 1990, elle a avoué « J'étais perdue pendant un moment et je sentais que je n'avais aucune direction réelle. ABBA était tout pour moi. » Décidant de rester à l'écart des projecteurs, Frida a cherché le bonheur domestique. Elle a vécu à Londres pendant un certain temps avant de s'installer en Suisse, où elle a épousé un membre de la famille royale allemande, le prince Russo-Reuss von Plauen, en 1992, devenant ainsi la princesse Annifried de Reuss. Mais la tragédie n'était jamais loin. En 1998, Anne-Lise Lotte Fredriksson, sa fille de son premier mariage avec Ragnar Fredriksson, alors âgé de 30 ans, a été tuée dans un accident de voiture à New York, et l'année suivante, Frida a perdu son troisième mari, le prince Ruzzo, victime d'un cancer, en 1999. J'ai tout perdu. On dirait que le sol a été enlevé sous mes pieds. Je ne sais pas comment j'ai fait pour continuer. Agnetha Fältskog n'a pas eu une vie plus facile que Frida. La vie et la carrière d'Agnetha ont pris un tournant différent, marqué à la fois par des luttes personnelles et des tentatives de trouver de nouvelles orientations dans la musique et l'amour. Malgré le succès immense qu'elle avait connu avec ABBA, sa carrière solo n'a jamais atteint les mêmes sommets. Dans des interviews, Agnetha a ouvertement parlé de sa lutte contre la santé mentale après le divorce. Je me sentais vide, comme si tout ce pour quoi j'avais travaillé était perdu, a-t-elle déclaré dans une interview rare dans les années 90. C'était difficile d'échapper au regard du public. Les gens pensaient que j'avais tout, mais à l'intérieur, je luttais. Pendant cette période, Agnetha a été souvent décrite comme recluse. Elle s'est retirée de la vie publique et s'est isolée chez elle en Suède, essayant d'échapper à la presse et aux questions constantes sur sa vie personnelle. La rupture de son mariage avec Björn marquait la fin d'une époque pour Agnetha. Sa dépression était aggravée par le fait qu'elle faisait face simultanément à plusieurs sources de stress, la fin de son mariage, la dissolution d'ABBA, la pression pour poursuivre sa carrière musicale et l'attente qu'elle maintienne une image publique de succès et de bonheur. Elle a ensuite révélé qu'elle avait trouvé difficile de gérer ses émotions à cette époque, disant « Je me sentais comme si je me noyais dans la tristesse. C'était une période sombre, et il était difficile de voir la lumière au bout du tunnel. » À mesure que sa dépression s'intensifiait, Agnetha a commencé à consulter des médecins. Elle a été diagnostiquée avec une dépression, une condition qu'elle a ensuite décrite comme étant « comme un trou noir ». Ce diagnostic a marqué un tournant décisif dans sa vie. Elle a commencé une thérapie et a pris des médicaments pour gérer sa dépression. « Il m'a fallu longtemps pour réaliser que j'avais besoin d'aide », a avoué Agnetha. « Je pensais que je pouvais le gérer seule, mais finalement, j'ai compris que je ne pouvais pas. » Dans les années qui ont suivi son divorce, Agnetha a consacré une grande partie de son temps à élever ses enfants, Linda et Christian, et à trouver du réconfort dans sa vie familiale. Alors que sa dépression persistait, elle s'est éloignée des projecteurs, se retirant de l'attention médiatique constante entre 1980 et 1990. Malgré ces défis, Agnetha a progressivement commencé à sortir de sa dépression à la fin des années 1990 et au début des années 2002. Elle est lentement revenue à la musique, sortant My Coloring Book en 2004, un album de reprise qui a marqué son premier album en plus d'une décennie.
Cet album était pour elle un moyen de renouer avec sa passion pour la musique et de commencer à guérir. J'avais l'impression de me redécouvrir, a déclaré Agnetha dans une interview sur la sortie de l'album. Ce n'était pas une question de célébrité ou de succès. Il s'agissait de guérison, de retrouver de la joie dans ce que j'aimais. Au fil des décennies, les deux femmes ont également dû faire face au rappel constant de leur succès passé. Leur célébrité était souvent une épée à double tranchant. Bien qu'elles soient aimées par les fans, les attentes placées sur elles étaient lourdes. Elles étaient prises dans un cycle où elles tentaient de rester pertinentes tout en luttant avec des tragédies personnelles. Ce contraste avec les chemins suivis par Benny et Björn, qui ont continué à prospérer dans leur carrière, a rendu les luttes de Frida et Agnetha encore plus marquées. L'héritage d'ABBA et l'adieu final. Bien que les membres d'ABBA aient suivi des chemins différents après leur séparation, leur héritage commun en tant que l'un des groupes pop les plus influents de l'histoire n'a jamais disparu. À la fin des années 1990 et au début des années 1200, la musique d'ABBA a connu un regain d'intérêt grâce à Mamma Mia et à ses adaptations cinématographiques. Le groupe a été vu ensemble en public lors de la première de la comédie musicale Mamma Mia. La franchise musicale et cinématographique a insufflé une nouvelle vie à la musique d'ABBA, attirant ainsi une nouvelle génération de fans. Malheureusement, les événements de cette année-là n'ont pas suffi à les réunir. Bien qu'ABBA ne se soit pas officiellement réuni pour une tournée ou un projet d'enregistrement, les membres se retrouvent parfois pour des événements spéciaux. Ce n'est qu'en 2018 qu'ABBA a choqué le monde en annonçant la sortie de nouvelles musiques pour la première fois en plus de 35 ans, marquant un moment que les fans d'ABBA attendaient depuis longtemps. L'annonce a été accueillie à la fois avec excitation et curiosité, car beaucoup se demandaient si la magie d'ABBA était toujours là après toutes ces années. Deux nouvelles chansons, I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down, ont été publiées en 2021 et ont prouvé qu'en dépit du passage du temps, le groupe possédait toujours la même alchimie qui en faisait un phénomène mondial. I Still Have Faith in You est une chanson réfléchie et nostalgique qui évoque le lien fort entre les membres, ainsi que leur reconnaissance du passé. Comme l'a expliqué Björn Ulvaeus dans une interview avec The Guardian, « J'étais très ému quand j'ai écouté la musique. C'était comme revenir chez soi, mais d'une manière complètement différente. Cependant, la sortie de nouvelles musiques n'a pas annoncé une réunion complète d'ABBA. Le groupe n'a pas entrepris de tournée mondiale, ni ne s'est engagé à réaliser d'autres enregistrements. Comme l'a dit Benny Andersson en 2018, « Nous n'avons pas besoin de jouer ensemble. Ce que nous avons fait était spécial, et l'est toujours, mais c'est du passé maintenant. » Il semblait que la fin était proche, mais en 2021, ils ont fait de nouveau la une des journaux lorsqu'ils ont décidé de se réunir pour un nouvel album et ont annoncé une tournée virtuelle après 40 ans de séparation, mais cela marquait probablement leurs derniers adieux. Benny Andersson, âgé de 74 ans, a fait une déclaration importante au Guardian en disant « Il est temps. Cela doit se faire ainsi, vous savez. Je ne dis pas qu'ABBA ne se réunira jamais en tant que groupe, mais je peux vous dire qu'il est temps de dire adieu à tout grand projet pour l'avenir. » Cela a clairement montré que, bien que la musique et l'héritage d'ABBA perdureront, leur époque de performance en groupe et de création de nouvelles musiques prendra fin après leur dernier projet, Voyage. L'annonce de leur séparation n'était pas due à des discordes internes ou à la pression de l'industrie, mais était une décision collective du groupe. Cela marque un écart important avec leur première séparation en 1982, qui était pleine de tourments personnels pour les 4 membres. Le retour est présenté comme un cadeau aux fans, avec Voyage, leur premier projet musical commun depuis plus de 4 décennies. Benny Andersson et Björn Ulvaeus, les 2 membres masculins, ont révélé que l'album n'était pas influencé par les tendances musicales actuelles ou les exigences de l'industrie. Lorsque l'annonce de cette tournée a été faite, l'anticipation était immense.
Les billets pour la tournée virtuelle d'ABBA ont été épuisés immédiatement après l'annonce et leur site de billetterie a immédiatement planté à cause du trafic élevé. C'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'un groupe légendaire comme ABBA utilise la technologie de simulation 3D et des avatars pour offrir des performances vivantes, dynamiques et proches du public. Les membres d'ABBA ne sont pas apparus en direct sur scène, mais des images de leur jeune version, créées par la technologie de capture de mouvement, ont été utilisées. Cela a permis à ABBA de continuer à partager leur musique tout en respectant l'âge et la condition physique des membres. Alors qu'ils entrent dans leurs 70 et 80 ans, ils restent passionnés et enthousiastes à propos de leur musique. Cependant, le groupe souhaite préserver sa liberté et sa créativité sans la pression des attentes commerciales. Bien que leur tournée virtuelle soit devenue un énorme phénomène et ait attiré l'attention mondiale, ils veulent laisser un héritage musical sans être absorbés par les exigences d'une carrière continue. Nous voulions faire quelque chose avant de mourir, a partagé Björn Ulvaeus avec un sourire à la fois humoristique et sincère. De nombreuses manières, la réunion d'ABBA pour Voyage et leur tournée ont représenté le dernier chapitre d'une histoire qui a commencé au début des années 1970. La décision du groupe de se séparer en 1982 était pleine de tourments émotionnels, mais leur retour a été marqué par la chaleur, la camaraderie et le respect mutuel. Leur héritage, toutefois, continuera d'influencer des générations de fans et d'artistes bien après leurs derniers adieux. ABBA a apporté des airs intemporels qui ont résonné à travers les décennies, et leurs chansons seront toujours liées aux souvenirs d'enfance pour beaucoup. Alors, quelle chanson d'ABBA est liée à votre enfance? N'hésitez pas à partager vos réflexions et moments mémorables dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo.